Je m'appelle Maël Gouarzin, je suis doctorant en philosophie antique à l'Université de Lausanne et à l'École pratique des hautes études à Paris. Par ailleurs, je suis secrétaire de l'association Stoa Gallica pour un stoïcisme contemporain, créée en 2017, on en parlera plus tout à l'heure. Je suis doctorant et je travaille sur la philosophie comme manière de vivre, en particulier chez les philosophes néoplatoniciens. Et j'ai toujours été intéressé, depuis le début de ma thèse, il y a 8 ans déjà, par la vulgarisation, par la diffusion à un plus large public de mes recherches et puis de la philosophie de manière générale. Alors, je m'appelle Blaise Alexandre Lecomte, je suis membre de l'association Stoa Gallica. Et puis, en parallèle, parce que ce n'est pas une activité d'être membre de Stoa Gallica, je lis les cartes du tarot pour comprendre et pour travailler sur l'inconscient des gens. Et puis je rédige et réalise des vidéos intelligentes sur mon site chyprerouge.ch. Stoa Gallica est une association francophone qui a pour but de diffuser et de favoriser l'échange autour du stoïcisme, de son étude et de son application pratique dans la vie quotidienne. Donc l'idée de cette association est vraiment de faire se rencontrer les personnes qui aujourd'hui sont intéressées par cette philosophie antique. Donc actuellement, nous avons plusieurs activités, notamment un groupe Facebook, c'est là qu'est née l'association, un groupe Facebook Stoa Gallica pour un stoïcisme contemporain qui réunit actuellement près de 2000 membres et où ces échanges prennent place quotidiennement. On a également un site internet avec un blog et également plusieurs autres activités, toujours dans le but d'échanger sur l'étude et la pratique du stoïcisme. Alors j'ai découvert le stoïcisme par la lecture de Pierre Hadot. Et ça a été une révélation dans la mesure où grâce à lui, j'ai pu comprendre ce que je recherchais avant, c'est-à-dire de rendre cohérent la pensée et l'action. Et pour moi, le sens de la philosophie, et de la philosophie stoïcienne en particulier, c'est vraiment de penser comme on agit et d'agir comme l'on pense. Et c'est la rencontre de Pierre Hadot qui m'a permis de découvrir les exercices spirituels, c'est-à-dire la manière de travailler pour vivre conformément à notre pensée et à notre volonté. Pour moi, c'est la rencontre et la lecture du manuel d'Épictète à 18 ans, la dernière année de ma scolarité au lycée. J'ai lu pour la première fois le manuel d'Épictète et j'ai été très enthousiasmé, très intéressé par cette philosophie très exigeante, cet idéal du sage qui a été ensuite un idéal à atteindre pour moi tout au long de mon existence. J'ai redécouvert le stoïcisme en lisant également Pierre Hadot lors de mes études universitaires. Donc Pierre Hadot, la philosophie comme manière de vivre et les exercices spirituels nécessaires pour la transformation de soi à laquelle appelle la philosophie. Et dans le stoïcisme, ces deux concepts, ces deux notions développées par Pierre Hadot, que sont la philosophie comme manière de vivre et non seulement comme discours, et puis la pratique des exercices spirituels. Et dans la philosophie stoïcienne, ces deux notions sont particulièrement présentes et particulièrement fortes. Alors Épictète, c'est un maître stoïcien qui, à l'origine, était un esclave, qui a eu une vie extrêmement difficile, puisque esclave, il était en bas de l'échelle sociale, et qui, grâce à la rencontre d'un autre maître stoïcien, Rufus, a pu apprendre la pensée stoïcienne dans un premier temps, vivre conformément à cette pensée, et ensuite la diffuser. Et ce qu'on sait aujourd'hui d'Épictète, on le découvre grâce à 2 livres, le manuel et les entretiens, qui ne sont pas 2 livres qu'il a rédigés, mais qui sont des livres qui sont une retranscription de ses enseignements par un de ses disciples qui s'appelle Arya. Et ce qu'il y a de mon point de vue, ce qu'il y a de fascinant chez Épictète, c'est vraiment l'homme qui, dans son contexte social, esclave, pauvre, avec un maître qui était particulièrement brutal avec lui, a quand même réussi à s'adapter aux circonstances de sa vie et à devenir un maître à penser et à s'élever au-dessus de sa condition. Et en ce sens, je trouve que c'est un beau modèle et que sa vie, indépendamment de la pensée stoïcienne, est vraiment exemplaire.
il est difficile de parler de l'actualité d'une philosophie antique, et pourtant, il me semble, encore plus en ce moment, depuis un peu plus d'une année maintenant, on vit une période de crise sanitaire, ou peu importe comment on l'appelle, un moment où on est confronté à des situations, à des événements qui sont inhabituels, parfois difficiles, et le stoïcisme, dans cette période, dans la plupart des périodes de crise, depuis 2000 ans, a toujours été populaire dans ces moments-là. Blaise Alexandre parlait tout à l'heure d'Épictète et comment le stoïcisme a été une aide pour lui dans sa vie difficile d'esclave. Eh bien, aujourd'hui encore, le stoïcisme peut être actuel dans le sens où il peut nous aider à mieux contrôler nos désirs, mieux contrôler nos jugements, nos représentations et à mieux vivre les événements difficiles dans lesquels on vit. En appliquant notamment la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Ce qui ne dépend pas de nous dans cette crise, c'est l'obligation du port du masque, c'est le confinement ou semi-confinement, selon où on se trouve dans le monde. Par contre, ce qui dépend de nous, c'est comment on va réagir à ces événements extérieurs sur lesquels on n'a aucune prise. Ce sur quoi l'on a prise, et c'est la grande leçon d'Épictète et du stoïcisme, c'est notre manière d'être, notre attitude face aux événements extérieurs. Et dans ce sens-là, le stoïcisme paraît actuel. Depuis une année maintenant, je parle là au nom de l'association Stoa Gallica, le nombre d'adhérents, le nombre de membres, non seulement du groupe Facebook, mais de l'association a augmenté. Le nombre d'articles publiés dans la presse, publiés sur Internet, le nombre d'occurrences du terme stoïcisme sur les réseaux sociaux a vraiment augmenté. Pourquoi? Probablement, comme je l'ai dit avant, parce que le stoïcisme apporte des réponses, des solutions à la gestion personnelle de la crise. Donc il y a une certaine popularité et il ne faut pas oublier, pour faire un parallèle avec la peste antonine au IIe siècle, sous Marc Aurèle, le stoïcisme a été à ce moment-là aussi une manière de répondre à ces conditions sanitaires vraiment déplorables. Et aujourd'hui encore, elles peuvent l'être, d'où la popularité, effectivement, du stoïcisme. Donc on essaye, nous, en tant qu'association, de diffuser tous ces articles. Vous retrouvez notamment sur le blog de Stoa Gallica un article qui recense l'ensemble des publications francophones dans les radios, dans les journaux, à la télévision, qui font le lien explicite entre stoïcisme et pandémie et comment agir en stoïcien à l'heure actuelle. Donc oui, il y a une popularité du stoïcisme. Le stoïcisme pourrait s'opposer en ce sens que le stoïcisme est un art de vivre, c'est-à-dire une manière d'être au monde, une manière d'agir conformément à ses pensées. Eh bien, le stoïcisme est le contraire en fait du sophisme. Cette manière de penser, de débattre, d'intellectualiser tout, de pouvoir tenir n'importe quelle thèse et sa thèse opposée, c'est-à-dire une pensée vide, une intelligence un peu creuse, qui n'a aucune incarnation dans notre quotidien, dans notre manière de vivre. Et en ce sens, le stoïcisme est vraiment une philosophie de l'action, une philosophie de l'acte et un exercice permanent d'agir conformément à nos pensées. L'exercice spirituel est la base de la pratique stoïcienne au quotidien. C'est-à-dire qu'on va essayer, soit par des anticipations de ce qui pourrait nous arriver, soit par des rétrospectives de ce que nous avons vécu, et toute une autre série d'exercices. C'est une manière de s'approprier le quotidien, et c'est une manière d'agir sans être victime de nos émotions, de nos impulsions, mais de créer une distance de pensée, de réflexion dans nos actes. C'est vivre en conscience dans une certaine mesure. Et ça, la pensée stoïcienne, qui est une thérapeutique des passions, a élaboré toute une série d'exercices, de manières d'être au monde pour se préparer. Mais au-delà des exercices spirituels, j'ai le sentiment qu'être d'être stoïcien au quotidien, c'est juste cette volonté d'agir conformément à sa volonté et de ne pas se laisser envahir
par ce qui est hors de nous, par nos émotions, par nos colères, par nos peurs, mais de revenir en soi, d'être dans une certaine mesure maître de soi, mais pas au sens maître pour être impassible, mais maître de soi pour exercer sa volonté à bon escient et pouvoir précisément vivre au mieux au gré des circonstances qui nous entourent. Parce que la profonde souffrance de l'homme, en fait, c'est d'être en permanence en réaction à ce qui l'entoure. C'est d'être une espèce de fétu de paille qui l'empêche de se tenir et de vivre. Et le stoïcisme, c'est juste cet apprentissage d'avoir une colonne vertébrale qui nous permet de vivre au mieux et au quotidien. Je pense qu'aujourd'hui, incarner le stoïcisme, c'est notamment travailler sur ses jugements, sur les représentations que nous avons de nous-mêmes, des choses qui nous entourent et des événements qui nous arrivent. Et ce travail sur nos jugements va nous permettre d'atteindre l'idéal de la sagesse stoïcienne qui est la tranquillité de l'âme. Et il me semble intéressant, en cette période souvent troublée, d'atteindre cette tranquillité de l'âme. Et ça va passer par un travail sur soi, un travail sur nos représentations. Les choses qui nous arrivent, les événements qui nous arrivent, sont-ils vraiment des mots ou sont-ils simplement des événements par rapport auxquels il faut prendre de la distance, prendre du recul et accepter? L'acceptation du destin fait partie de la doctrine stoïcienne. Pourquoi? Parce qu'elle découle d'un jugement sur le monde, un certain jugement sur le monde, une certaine représentation du monde, une représentation du monde qui est liée à la notion de providence. Les choses arrivent telles qu'elles arrivent, parce qu'elles doivent arriver telles qu'elles arrivent. Et si on ne comprend pas cette idée stoïcienne, qui est basée sur une certaine vision du monde, sur la physique, sur une représentation de la nature comme étant un tout ordonné de manière raisonnable, avec chaque chose étant dépendante d'autre chose, et toute une série de causalités qui expliquent que les choses arrivent telles qu'elles arrivent, alors il est difficile d'accepter chaque événement, d'accepter la mort d'un être cher, d'accepter la maladie, d'accepter la souffrance. Mais si on la replace dans un contexte plus large, qui est celui de l'univers et de l'ordre des choses, alors on a plus de facilité à dire oui à ce qui nous arrive et à agir malgré ce qui nous arrive. Pour moi, le rôle du philosophe, c'est déjà, on peut tous être philosophes dans une certaine mesure, puisque c'est une volonté, c'est une aspiration à la sagesse. C'est une manière de vivre pour vivre conformément à la raison. Mais de façon plus générale, pour répondre à la question, je pense que le vrai apprentissage de la philosophie, c'est la connaissance de soi. Et que se connaître soi-même, c'est aussi se connaître dans notre relation au monde, dans notre relation au passé, dans notre relation à un certain nombre d'événements. Mais l'enjeu de la philosophie premier pour moi, c'est de la concevoir comme une connaissance de soi. Et il y a, je crois, c'est Platon, qui dit que les hommes ne savent pas se gouverner eux-mêmes, mais prétendent toujours gouverner les autres hommes. Et je pense que l'aspiration profonde de la philosophie, c'est de nous ramener à l'intérieur de soi. Non pas pour nous isoler du monde, non pas pour nous couper du monde, mais précisément pour créer quelque chose d'harmonieux, on va dire, de serein, qui nous permette ensuite d'interagir avec le monde. Et de ne pas voir le monde comme une représentation de nos impossibilités, de nos peurs et de nos faiblesses, mais de nous inscrire dans le monde avec cette sérénité, cette sagesse qui nous permettent précisément d'apporter le bien, ou en tout cas un certain apaisement au monde. J'ajouterais peut-être quelque chose de plus concret, de plus pratique. Le rôle du philosophe aujourd'hui, il est à mon avis de transmettre un certain nombre de connaissances et un certain nombre d'exercices pratiques pour mieux vivre au quotidien. Et le philosophe dans ce cadre-là, qu'il soit universitaire ou non, se doit de s'adresser à tous. Et le stoïcisme dans l'Antiquité est une philosophie justement qui n'est pas élitiste, qui est tout le contraire d'élitiste et qui s'adresse à tous. Donc je pense que le rôle du philosophe aujourd'hui, il est d'être vulgarisateur, mais dans le sens noble du terme, avec l'objectif, avec la perspective de rendre accessible ce qui peut paraître inaccessible, parce que trop élevé intellectuellement,
l'image que l'on a du philosophe, c'est cette personne sur un piédestal, en haut d'une chaire. Mais non, le philosophe aujourd'hui, il doit être dans la rue, il doit être dans les cafés, dans les librairies, il doit être présent là où sont les gens. Moi, j'aurais envie de dire qu'il faut être au milieu de la ville, au milieu de la vie, au milieu des gens, et peut-être même sur les réseaux sociaux, pour le coup. Et puis, diffuser une pensée, écouter l'autre, et puis essayer de lui faire comprendre que c'est à sa portée. Et que la souffrance ou que les impossibilités auxquelles on est trop souvent confronté ne sont pas une fatalité insurmontable. Et pour le coup, je pense à une anecdote. Alors, ce n'est pas un philosophe stoïcien, mais c'est un philosophe cynique. Un jour, on reprochait à Diogène d'être dans une taverne et il disait « Mais pourquoi ne devrais-je pas être là où les hommes souffrent ?» Et je pense que c'est ça le rôle du philosophe, c'est d'être là où les gens souffrent et d'essayer de leur apporter une réponse, et pas une réponse théorique intellectuelle, une réponse simple qui puisse au quotidien mettre en œuvre et vivre. Oui, je rejoins ce que Blaise Alexandre vient de dire, c'est-à-dire que la philosophie doit être dans la cité, le philosophe doit être dans la cité. Donc, juste pour citer quelques endroits clés, je pense qu'il y a effectivement les cafés, et les cafés philo existent. Il faut se renseigner où sont ces cafés philo autour de vous. Il y a bien sûr les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, beaucoup y sont. Il y a les bibliothèques, il y a également les blogs, les sites internet, donc internet de manière générale. Donc le philosophe doit faire l'effort d'aller là où sont les gens pour les rencontrer et répondre à leurs questions. Alors, l'actualité immédiate, c'est les rencontres stoïciennes qui sont organisées avec Maël et moi une fois par mois, où on prend une thématique stoïcienne dans une librairie et on va justement à la rencontre des gens et on essaye d'élaborer une discussion philosophique, un échange philosophique. Les deux prochaines dates qui sont en Suisse romande, la prochaine ça sera le 19 mai à Lausanne et puis la suivante ça sera le 4 juin à Genève. Et vraiment cette idée des rencontres stoïciennes, c'était une manière avec Maël d'aller à la rencontre des gens et puis de les écouter et puis d'essayer de leur dire voilà, de leur montrer des pistes, libre à eux ensuite de les suivre ou non, mais d'être la graine qui va peut-être germer. Le deuxième projet que nous avons pour l'automne 2021, plus précisément le 16 octobre, nous organisons un Stoicon, donc une rencontre stoïcienne à plus large échelle à Paris, pour rassembler l'ensemble des stoïciens ou apprentis stoïciens, stoïciens en graines des régions francophones. Donc, que ce soit la Belgique, la Suisse, la France, on veut toucher le plus de monde possible. Donc nous serons à Paris pour une rencontre avec des conférenciers, des moments d'échange de type café philo et puis des ateliers d'exercices pratiques. Voilà. Et puis enfin, troisième projet pour 2022, cette fois, une formation au stoïcisme. Nous avons d'ores et déjà sur le site Stoa Gallica une introduction au stoïcisme. Et nous aimerions aller plus loin et accompagner ceux qui désirent progresser davantage encore dans la philosophie stoïcienne en les suivant. Donc ce sera une formation en ligne sur 3 mois qui aura lieu pour la première fois en janvier 2022. L'ouvrage que nous avons choisi est en fait, dans son style littéraire, s'approche du journal intime. Avec ce texte, on entre dans la pensée de l'auteur, dans son quotidien. Et non pas son quotidien extérieur, tous les événements qu'il peut vivre dans la journée, mais la manière dont il a vécu lui-même ces événements et comment il peut travailler sur cette attitude intérieure que doit être celle du philosophe stoïcien. Donc, il s'agit d'un ouvrage qui met en pratique, dans lequel on voit l'auteur mettre en pratique au quotidien, grâce à cet artifice ce n'est pas un artifice, c'est un réel journal intime dans le sens où l'auteur n'a pas destiné ce texte à la publication. Il a été publié de manière posthume. Et l'auteur, on le voit vraiment travailler sur lui-même, travailler sur sa manière d'être au monde et d'être à lui-même. Donc il y a
toute une introspection dont on est, au fil des pages, le spectateur. Et c'est une invitation en même temps à travailler nous-mêmes, sur nous-mêmes. L'écriture de cet auteur, c'est une écriture de soi, pour soi, mais du coup aussi pour nous, dans le sens où nous pouvons, à sa manière, travailler sur notre intimité. La langue est facile d'accès, c'est-à-dire que c'est un texte simple, il n'y a pas de fioriture, c'est pas baroque. L'accès par contre, c'est de rentrer dans l'intimité de l'auteur et à travers cette intimité rencontrer la sienne. Alors est-ce que c'est d'accès facile de pénétrer son intimité? Ça dépend comment on est face au texte, ça dépend de nous en tant que lecteur. Mais en soi, c'est vraiment la découverte d'une pensée, c'est rentrer dans l'esprit d'un homme et qui crée des résonances en fait dans notre esprit, qui nous invite à nous interroger comment est-ce que nous positionnons au monde. Alors est-ce que ça c'est facile de le faire? Je pense qu'il y a une vraie exigence de soi, mais la langue est belle, elle est simple, elle invite à une rêverie, mais pas une rêverie endormie, une rêverie méditative, un retour en soi. Et c'est un très très beau texte. Alors, moi je l'ai lu effectivement à 2 reprises, d'un bout à l'autre, et puis très souvent, certains passages. Comme il s'agit d'un journal, il est fait de nombreuses petites parties. Chaque jour, l'auteur écrit, et chaque jour, nous aussi, nous pouvons lire petit à petit. Donc ça, c'est un livre, c'est véritablement un livre de chevet, dans le sens où on peut, de temps en temps, quand on en a besoin, ou chaque soir, lire un passage, et puis reprendre le soir suivant, ou le jour suivant, sa lecture, avec toujours autant de pertinence. Oui, c'est un livre qu'on lit sans cesse. C'est-à-dire que ce n'est pas une histoire, donc on peut prendre des passages comme on le désire, soit si on connaît très bien l'œuvre, on peut aller rechercher tel ou tel passage, soit on peut se laisser porter par le hasard d'une page qu'on ouvre, et c'est un livre qui devrait nous accompagner, enfin qui peut nous accompagner au quotidien, et qu'effectivement on peut le lire avant de s'endormir, ou peut-être à un moment dans la journée où on peut se laisser un peu aller. Ça peut être une manière en découvrant la pensée de l'autre, de revenir à soi. Et c'est vraiment un livre d'une simplicité évidente, mais d'une efficacité redoutable. Parce que c'est vraiment l'homme qui est derrière, et quand l'homme est là, on ne s'en lâche jamais, et donc on peut le lire sans fin.